Alors, avant de démarrer, j'aimerais établir le cadre d'Amazon, qui nous sommes et ce que nous faisons. Alors, vous êtes nombreux à connaître Amazon.com ou Amazon.fr, ici ou ailleurs. Ce que nous faisons, en fait, c'est que nous sommes une plateforme pour nos utilisateurs. Nous sommes connus comme étant un site de vente en ligne. On est également éditeur. Vous n'avez pas besoin de trouver un éditeur pour vendre votre livre. Vous pouvez le vendre directement à Kindle, et avec Amazon Web Services, vous pouvez construire un système ligne informatique avec les composantes qui couvrent le stockage sur les machines virtuelles. Il y a plus de 35 services aujourd'hui qui existent. Alors, ce que je voulais aborder avec vous maintenant, ce sont des points très pragmatiques. Voici 5 façons différentes que nous avons d'analyser les Amazon Web Services aux États-Unis. Alors, on va commencer par l'expérimentation et l'innovation. Les gens parlent beaucoup de tout cela, bien sûr, en ce moment, mais si vous venez de grands groupes, vous savez que les gens veulent au départ toujours innover. Les gens veulent se considérer comme étant innovateurs et mettre sur le marché de nouvelles idées. Mais en fait, augmenter l'innovation permet d'abaisser le coût de l'échec. On avait des tas de projets dans les entrepôts qui ont été tués dans l'œuf parce qu'il n'y avait aucun moyen de démontrer le retour sur investissement. Aujourd'hui, on va dans un entrepôt de données physique, un centre de données, si vous voulez, coûte quelques millions de dollars. Pour 200 000 euros, en général c'est presque ça, 100 000 euros. Si vous ne pouvez pas vraiment expliquer le retour sur investissement, alors votre projet risque fort de mourir parce que personne ne va continuer sur le long terme. Donc, comment augmenter l'innovation? C'est d'affaiblir, d'abaisser le coût de l'échec. Et ce n'est pas simplement de l'entrée dans l'innovation et de démarrer l'innovation, mais le précédent orateur vient de parler du fait qu'il fallait aller vite parce que si vous avez plein de consultants ou si votre équipe est bloquée 6 mois sur un projet, c'est également quelque chose qui ajoute au coût. Donc, avec vos systèmes de mesure dont vous recueillez les données, il faut très rapidement pouvoir mesurer où vous devez vous arrêter. C'est-à-dire qu'il faut avoir un échec rapide et il faut avoir un échec low cost. Et sur une plateforme de web service comme la nôtre, vous avez une capacité élastique, vous n'avez pas de CAPEX, vous n'avez pas besoin de payer avant de pouvoir utiliser la plateforme. Et en ce qui concerne l'électricité, vous ne réglez que ce que vous consommez et tout est disponible à la demande en quelques secondes, en quelques minutes. Donc, vous n'avez aucune contrainte contre l'innovation. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, simplement pour vous donner une idée claire de ce que je veux dire, une page de tarif public, je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit, c'est juste pour bien vous faire comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, une machine physique ou une machine virtuelle peut vous donner en quelques secondes un coût d'un peu moins d'$1 par heure. Tous les prix sont publics sur un grand nombre de plateformes cloud, donc vous pouvez aller les vérifier par vous-même. Et la raison pour laquelle je vous montre ces tarifs, c'est simplement parce que si vous regardez le passé et l'avenir en même temps, Amazon Web Services, nous sommes là depuis 2006, donc nous avons 8 ans, et nous avons déjà baissé nos prix 45 fois, et le but ultime pour nous, comme je l'ai dit, c'est un peu comme l'électricité. Quand vous rentrez dans une pièce, vous appuyez sur le commutateur, vous ne pensez pas au prix de l'électricité. Donc pour nous, l'objectif principal en informatique, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un entrepôt de données, un stockage, tout ça. Vous ne pensez pas à ce coût parce que c'est que de l'informatique. Donc, ce que je vous vends là, c'est plus simple. La partie la plus complexe, c'est ce que vous allez en faire. Maintenant, l'objectif final est d'abaisser les coûts à un niveau tel que vous ne pensez même plus à l'infrastructure informatique qui détient tout ça. Donc, quelques exemples. Easyware, je ne sais pas si vous les connaissez, le jeu qui veut gagner des millions, oui, en français, où tout le monde connaît, je pense. Et vous pouvez jouer avec votre mobile, et c'est un jeu qui a été rendu possible sur ces appareils par des compagnies du cloud. Et
et ça peut durer quelques mois ou pour cet exemple précis quelques heures par jour. En utilisant ce type de plateforme, vous permettez à l'entreprise d'avoir une infrastructure complète qui peut supporter plus de 5 millions d'utilisateurs en 2 heures à un coût en dessous de 500 € pour une émission de télé. Parce que vous ne payez que ce que vous consommez. Donc, ça serait fou d'acheter ou de louer un centre de données pour une émission de TV tous les 15 jours. Donc, en fait, en ce qui concerne les intégrateurs système et les consultants, Jeff, ce matin, nous a parlé de Scrum. Et pour ceux qui connaissent ces méthodologies, vous voulez avoir une remontée d'informations de la part de vos usagers. Donc, si vous n'avez pas un environnement test pour pouvoir tester ce que vous faites, vous n'aurez jamais de remontée d'infos. Donc, c'est ce que font aujourd'hui un grand nombre de nos clients, même en France. Vous établissez une connexion VPN avec Amazon Web Services, vous lancez quelques machines virtuelles et le vendredi après-midi, vos clients savent qu'ils peuvent tester votre environnement test en se connectant dessus, tout simplement. Et la remontée d'informations a permis de savoir que le client avait une équipe qui aussi se connectait sur le site, qu'ils étaient donc informés de tout ce qui se passait, qu'ils avaient des opinions, qu'ils avaient des suggestions, etc. Donc, quelques autres exemples, je pense. Vous connaissez Autodesk, et maintenant ils rentrent dans l'impression 3D et ils importent leur software sur les applications web. Donc, c'est un leader en ingénierie de software. Il vous donne des softwares qui vous permettent de construire des maisons, des ponts, etc. Et maintenant, ça passe aux applications du web. Parce que dans un environnement du cloud computing, ils ont la puissance nécessaire pour tout ce qui est tâches complexes. Et ils vont tellement fort que maintenant, vous pouvez même le faire avec votre portable. Donc, c'est difficile, bien sûr, de concevoir quelque chose pour des petits écrans, mais ils ont une application qui vous permet de prendre des photos, qui vous permet de scanner l'objet et de changer la forme de l'objet. Donc, les téléphones mobiles aujourd'hui sont très puissants. Ils ne sont pas encore assez puissants pour faire ça. Et voilà le type d'innovations qui ont été testées par Autodesk. Par le passé, personne n'y pensait parce que ça aurait requis un trop gros volume de ressources. Un exemple, l'un des sites que vous pouvez gérer ici, c'est ce qu'on appelle les instances GPU, où ils ont de multiples GPU qui vous permettent de faire des opérations à 14 points extrêmement rapidement. Donc, Ronigor a commencé à utiliser ça, j'y reviendrai. Mais la mécanique intéressante du cloud computing, c'est que ici, vous avez l'une de ces instances qui est louée par l'un de nos clients qui s'appelle Vigol Genomics et pour pouvoir scanner leur spectre dans sa totalité, il faut 4 heures. Et à peu près 300 gigabits, par exemple. Mais si vous prenez cette machine pendant 4 heures, parfois le coût à l'heure est en dessous de 10 $, mais si vous en prenez 4 pendant 2 heures, c'est exactement le même coût, puisque je loue la capacité à l'heure. Donc, c'est exactement le même budget, mais vous aurez les résultats 4 fois plus vite. Donc, et c'est ce que Schrödinger a fait. Cette entreprise est spécialisée en recherche contre le cancer. Et quand je les ai rencontrés il y a quelques années pour construire la première infrastructure, j'étais naïf et je pensais que lorsque l'on travaille en recherche, on envoie quelques chercheurs dans la forêt amazonienne pour étudier les insectes et les fleurs pour trouver les molécules qui vont guérir le cancer. Ils m'ont dit non, non, ça ne fonctionne pas comme ça du tout. C'est pas du tout comme ça. Alors maintenant, les chercheurs ne se rendent plus en forêt amazonienne, ils travaillent sur des ordinateurs. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils modélisent des protéines. Voici une protéine qui est impliquée dans le cancer du pancréas. Et c'est pour ça que l'analyse de l'ADN est tellement un sujet brûlant aujourd'hui, parce que lorsque on analyse les séquences d'ADN, on peut effectivement modéliser ce qui est susceptible ou pas d'arriver. Donc, lorsque l'on voit ces configurations, on veut casser, exploser cette protéine qui produit les cellules cancéreuses.
Et pour ce faire, vous allez devoir trouver ces toutes petites molécules qui rentrent dans la structure de la protéine et qui peut la faire exploser ou en altérer la forme. S'il y avait des millions de molécules, en fait, on a l'impression que c'est une attaque de pirate, par exemple, qui veut forcer un ordinateur pour obtenir toutes les informations, etc. Donc, voilà ce qu'ils ont fait. Et vous voyez peut-être pas le graphique correctement, mais sur cet axe, vous avez les heures, 9 heures du soir, 10 heures du soir, 11 heures du soir, minuit. Et le graphique, bien évidemment, ici n'est pas coupé, c'est parce qu'il se termine là. Et là, vous avez 50 000 sur la gauche. Donc, ils ont commencé avec 50 000 machines en 3 heures. Pour faire ce modèle. Et après 3 heures, ils ont terminé la simulation parce qu'ils avaient trouvé le résultat. Et ce qui était intéressant quand je parlais d'abaisser le coût de l'innovation, c'est que la simulation leur a coûté 15 000 $, ce qui, à l'époque, n'était pas le cas quand ils ont voulu construire une infrastructure physique qui allait dépasser les 20 millions de dollars, dont la moitié serait couverte par le gouvernement américain. Donc, le but réel de ce type de plateforme du cloud computing, c'est d'effacer tous les coûts qui ont trait au hardware, parce que ça ne devrait pas être l'équipement physique qui limite vos idées. Le deuxième point, comme a mentionné Jeff, c'est de tout mesurer. Mais moi, je voulais aborder ça d'un autre angle. C'est un proverbe très connu pour les opérationnels qui dit que si vous ne mesurez pas les choses, rien ne s'est passé en fait. Rien n'existe. Et en informatique, il est très difficile de comprendre combien coûte la gestion des applications. Est-ce que vous pouvez vraiment me dire que vous avez un centre de données? Quel est le coût de votre service dans sa totalité? Ou quel est le coût de votre service billetterie, par exemple? Et ici, un exemple, c'est une photo prise à Annecy. Bien sûr, vous avez ce système de mesure des logs business, la consommation de la mémoire, le nombre d'utilisateurs, etc. Mais sous le coût d'une solution, il y a toujours une mesure qui vous permettra de réduire le coût en peaufinant cette donnée. Donc ici, vous voyez mon journal de bord. Là, on a des mesures qui vous montrent quel est le niveau de coût auquel vous êtes, quelle est l'infrastructure et le volume d'infrastructure que vous utilisez que l'on peut comparer au coût. Je vous fais grâce de cela parce qu'il y a trop de détails, mais les mesures que vous voulez avoir ne couvrent pas seulement l'utilisation ou le nombre de visiteurs, mais également en ce qui concerne le coût de l'infrastructure. Est-ce que mon système d'infrastructure est durable par rapport à tout ce que j'aimerais lui faire faire? Donc, on a des recommandations qui visent à limiter vos coûts, et l'idée derrière cette approche, encore une fois, c'est de continuer à faire fonctionner votre système à la hauteur de l'idéal informatique, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs finaux. Le troisième point, si vous commencez vos expérimentations et que vous commencez à tout mesurer, c'est qu'il faut reconnaître que forcément, à un moment ou à un autre, vous allez échouer. Et les orateurs précédents en ont parlé, et le but auquel je cherche à arriver ici, c'est que, bien sûr, nous sommes dans une société qui se focalise sur des choses optimistes. On ne recrute pas un consultant parce qu'ils font des erreurs. En règle générale, quand ils font des erreurs, ils ne sont jamais plus recrutés par personne. En revanche, ceux que vous recrutez, c'est parce que leurs résultats ont été bons. Mais le nombre d'organisations qui focalisent leur énergie sur les innovations, par exemple dans le domaine de la défense, dans le domaine médical, etc., il faut bien évidemment que les gens analysent leurs échecs puisqu'ils veulent en tirer les enseignements nécessaires pour éviter de les reproduire. Donc,
Alors, ce n'est pas spécifique à Amazon Web Services ce que je dis là, mais un grand nombre d'entreprises informatiques aujourd'hui ont une direction générale qui ont une réputation très dure comme étant difficile avec leurs employés, à leur crier dessus et tout. Et j'ai appris qu'en fait, c'était une caractéristique. C'est-à-dire que quand votre patron vous brutalise un peu verbalement, vous allez vous en souvenir. Et c'est vraiment une caractéristique. Et peut-être que mon patron n'est pas forcément le salaud de base, mais il veut que je me rappelle des échecs. Et il y a aussi ce concept selon lequel vous apprenez lorsque vous êtes confronté à des défis difficiles. Et en règle générale, lorsqu'on est confronté à ces moments très très difficiles, et ceci se fait aujourd'hui chez Amazon et ailleurs, nous avons élaboré le concept de Game Days, des jours du jeu, simplement parce que on faisait des simulations d'intrusion par hackers, pirates, etc. Et ça, c'est le cockpit de l'un des premiers Boeing. C'était vraiment un avion très difficile à faire atterrir. Et pour former les pilotes à bien comprendre l'environnement dans lequel ils allaient le piloter pour éviter qu'il l'écrase au sol. Alors eux, là, ils ont l'air vachement contents, mais avec le simulateur, ils viennent de déclencher un crash d'avion. Alors, ça fonctionne de cette manière parce que vous avez un environnement spécifique comme le nous chez Amazon Web Services où vous ne payez que ce que vous consommez, que vous pouvez l'utiliser en tant qu'environnement test. Bon, alors il y a des vieilles machines d'il y a 10 ans qui fonctionnent toujours. Parfois, ça retarde vraiment les choses. Donc, quand vous êtes dans un environnement où vous payez ce que vous consommez, vous pouvez vous retrouver dans un environnement de test où vous pouvez tout faire. Donc, vous avez deux équipes, les superviseurs et les joueurs. Vous élaborez le plan de votre essai, de ce que vous voulez tester. Et également, il y a là le problème de l'échec, donc un pré-mortem quelque part. Et dans les équipes opérationnelles ou informatiques, il y en a toujours un ou deux là qui se prennent pour les rois du Pérou et qui vous disent qu'ils savent tout. Et de temps en temps, il faut les envoyer en vacances ou ailleurs, donc les envoyer en vacances ou ailleurs, etc., à faire autre chose. Et vous pouvez donc élaborer votre pré-mortem. Ah, l'exercice est un peu bizarre. Vous réunissez votre équipe et vous leur demandez d'imaginer toute éventualité de crash de votre système. Ça peut être n'importe quoi. Vous faites un remue-ménage là-dessus. Qu'est-ce qui amènerait le crash de votre système? Et nous détestons tous l'échec. Nous avons été formés à tenter de l'éviter à tout prix. Et bien sûr, on ne se sent pas bien quand on échoue. Mais ici, on travaille ensemble pour être innovant. Alors, vous définissez une date et vous voulez créer un environnement stimulant. Ici, vous voulez séparer cela de l'environnement de production. Maintenant, avec l'environnement du cloud computing, il y a d'autres manières qui vous permettent de redéployer une infrastructure simple. Donc, avec un fichier texte, vous pouvez décrire un environnement précis, vous l'envoyez à l'environnement cloud et cela ensuite est réinjecté dans le système. Donc, un grand nombre de clients aujourd'hui le font pour la solution à la catastrophe. Et en fait, si le système ne fait rien, il n'est pas très utile, bien sûr. L'une de mes approches préférées est de préenregistrer l'activité du réseau. Moi, j'ai l'un de mes clients, par exemple, Instagram, qui enregistre l'activité du réseau lorsque Justin Bieber a rejoint le réseau et a créé un compte. Et là, vous pouvez bien sûr créer ça et analyser ça n'importe où et n'importe quand dans cet environnement de test. Vous allez aussi pouvoir enregistrer ce que les véritables usagers font dans le système.
Ensuite, le deuxième point, comme je l'ai dit, c'est que vous pouvez générer un certain nombre de machines virtuelles pour voir ce qui pourrait se produire en cas de crash de votre système informatique. Ça, non seulement dans le secteur financier, mais ou alors vous avez la structure d'un jeu, The Call of Duty, et vous voulez tester avant de faire le jeu si le système pouvait soutenir autant de joueurs. Donc ce sont là des choses que vous pouvez utiliser pour tester l'environnement. Donc un point que j'évoque bien souvent quand on parle des jeux, il n'y a pas de canaux de communication clairs. Tout le monde essaie d'appeler, ils essaient de faire des pagers, etc. Mais s'il n'y a pas de voie de communication définie, eh bien, c'est très mauvais. Vous ne pouvez rien coordonner du tout parmi vos équipes. Donc, la simulation des échecs maintenant, c'est là où vous faites le vrai exercice. Un moteur est en feu, ou dans votre système, la base de données est perdue, ou la bande ne marche plus. Donc, il y a différentes façons de le faire du point de vue technique. Sans rentrer dans les détails, on peut en parler. Mais il y a des clients qui le font même dans les systèmes de production. Netflix en était un exemple. Ils ont créé ce projet open source qui s'appelle Chaos Monkey. Il va donc tuer le système de manière aléatoire. Netflix, vous savez, c'est une société qui fait du streaming vidéo. Donc ici, la question, c'est que si la société qui fait du streaming live tue de manière aléatoire leur serveur en production et qui peuvent le soutenir, c'est preuve que le système est robuste. Donc, si vous ne le faites pas en production, faites-le au moins dans le test. C'est aussi une bonne chose à faire pendant des jeux. Et ensuite vient la partie du jeu. Je l'ai refait beaucoup de fois. Et parfois, les gestionnaires de produits me disaient, vous savez, non, on ne va pas simuler ça, ça ne va jamais arriver, merci beaucoup. Si, ça va arriver. La vie est dure. Et le jour que votre fille, que ça va se planter, l'ingénieur de stockage va être coincé dans le métro parce qu'il est à Paris, il y a une grève. Ah bon, ça arrive. Et bon, il y a beaucoup de choses qui vont se combiner pour que ça se produise. On a aussi deux outils que vous pouvez trouver. Il faut enregistrer toute l'activité critique pour le débrief. Donc l'activité, c'est ce que les gens font, quelles sont les actions qu'ils ont prises. Et c'est plus facile à faire dans un environnement informatique avec des logs. C'est comme ça qu'on le fait. Et le debrief, ensuite, c'est là où on a des bonnes idées. Parce que c'est là où vous posez des questions. Vous ne voulez pas faire un débrief strict. Il faut faire ça autour d'une bière. Il faut le faire de manière très détendue et sympa. Donc, le débrief, là, c'est quand les gens vont commencer à comprendre comment s'est produit cette défaillance. Par exemple, j'ai organisé une journée de jeu. On avait été des ingénieurs. J'ai dit, écoute, les mecs, on va simuler comment les serveurs peuvent tomber en rade. Ce n'est pas ce qu'on a fait. On a craché les bases de données, surtout, n'est-ce pas? Parce que vous n'avez pas besoin de savoir ce qui va se passer, non? Et c'est là où on se rend compte que les gens commencent à apprendre et ils prennent en charge. Vous savez, le système a échoué à cause de telle chose, je sais le réparer, etc. Une des choses clés, c'est de comprendre combien de temps il faut pour détecter la défaillance. Parce que si pendant le jeu et pendant la situation, si ça vous prend 5 minutes pour détecter un échec, dans la vie réelle, ça va prendre 1 heure. C'est un des apprentissages. Et pour en revenir à la chaîne de la commande, parfois, je vois les gens qui paniquent parce que, vous savez, ils avaient beaucoup d'options, il fallait qu'ils sachent qui décide, etc. Donc, le commandement. Avant d'être à Amazon, je travaillais dans le Parlement européen et la veille d'un grand vote dans l'environnement, on a perdu
un des bases de données master Oracle, et j'ai vu l'ingénieur pleurer, littéralement, parce qu'il ne savait pas quoi faire. Il n'était pas capable de contacter la chaîne de commande. Ça, vous l'apprenez bien dans les environnements militaires, mais ainsi que dans n'importe quel environnement, si vous avez un important facteur de fiabilité. Donc, ce qui est important, comme Jeff l'a déjà indiqué, valider vos hypothèses du point de vue opérationnel. Prouver que l'architecture honore ses promesses et de connaître les procédures qu'il faut appliquer quand les choses vont mal. Le quatrième point, c'est de faire itérer l'approche et d'aller vite. Une autre histoire que j'aime bien raconter lorsque je parle de ça, c'est une expérimentation qu'on a eue en France et à Berlin par rapport à la qualité contre la quantité. Mais l'expérience était la suivante. On a pris deux étudiants qui n'avaient rien à voir avec l'art et on leur a demandé de faire quelque chose d'artistique. Ils ont passé par des mathématiciens, des gens des commerces. Ils ont séparé en deux équipes. Alors, dans la première équipe, vous avez un temps illimité, mais vous faites une pièce clé et vous faites la meilleure qualité possible. Et l'autre, c'était, vous avez des batchs de 5 minutes pour bâtir des pièces en terre. Vous avez une quantité de terre limitée. Vous en faites un et au bout de 5 minutes, vous en faites un autre. Et alors, l'équipe qui avait seulement 5 minutes, c'est l'équipe qui a finalement produit la meilleure qualité parce qu'ils ont appris de leurs échecs. Donc, la question là, c'est de réitérer et d'essayer de différentes manières de réaliser l'objectif. Lord Dyson, ce mec-là, il est connu pour ses aspirateurs, mais l'une des choses que les gens ne savent pas, c'est qu'il a fait plus de 5000 prototypes avant de vendre le premier aspirateur. 5000 prototypes. Évidemment, c'est plus facile dans l'industrie de l'informatique. Amazon pousse les mises à jour très fréquemment, mais ce n'est pas forcément très complexe. Parfois, ils changent juste le prix ou la position du bouton. C'est une mesure de vanité, en quelque sorte. Mais ici, l'idée, c'est pas de... Vous savez, vous pouvez dire qu'on est un peu schizophrène. Ah là, on s'est trompé, on le refait, etc. Non. L'idée, c'est plutôt de vous montrer qu'il faut être capable de le faire quand vous voulez. Bien souvent, bien trop souvent, je vois des équipes qui sont coincées. Il faut faire la mise à jour, il faut le planifier 2-3 mois. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas innover et avoir un retour. Si à chaque fois vous voulez tester un truc, il faut attendre, je ne sais pas, 2 mois. Donc, le point ici, c'est de vous montrer qu'il faut être capable de pousser le produit au client aussi vite que possible, quel que soit si vous avez 10 notes ou 2 notes ou 10 000 notes. Si vous pouvez le faire vite techniquement avec 2 serveurs, vous pouvez le faire vite avec 10 000, n'est-ce pas, en général. Ce n'est pas que Amazon qui fait ça. D'autres le font, ils font le pousser tous les 20 minutes. Et une autre chose qui est importante quand vous voulez aussi vite que possible, c'est d'avoir une équipe lean. Donc, le premier Jeff du matin nous a dit, je pense que s'il y avait 5, n'est-ce pas, le bon nombre de membres dans une équipe, Amazon, on a un autre concept. On a des équipes à 2 pizzas. Il faut être capable d'alimenter votre équipe avec 2 pizzas. Si vous en faut plus, vous êtes trop. Ça paraît ridicule. Je préfère la définition de Jeff. 5, c'est un bon chiffre. Moi, je peux manger une pizza tout seul, donc ça explique mon intéressement pour son raisonnement. Et je ne suis pas une équipe. Vous voyez aussi dans d'autres sociétés, Instagram par exemple, l'équipe d'exploitation, c'est que 2 personnes, une pizza chaque. Airbnb, c'est également une grande opération, il y a 5 personnes dans l'équipe.
pour l'exploitation. Ce que je veux dire, c'est pas vous dire il faut virer tout le monde et garder les meilleurs. C'est pas ça. Ce que je dis, c'est qu'avec les bons outils et les bonnes procédures, vous pouvez réaliser beaucoup plus que vous n'imaginez. Ça m'amène à dire, au dernier point de mon exposé, c'est de focaliser sur votre business. Je voulais souligner deux clients des services web Amazon. Ils sont intéressants de différentes manières. Dropbox, par exemple, vous savez ce que c'est, Dropbox, c'est un service de partage de fichiers. Que vous le sachiez ou pas, ils ne sont pas dans le business de stocker des fichiers. Ce n'est pas leur business. Si vous utilisez Dropbox aujourd'hui, vous utilisez Amazon S3. Donc ça tourne sur Amazon et les fichiers sont stockés sur Amazon S3. Dropbox est dans le business de rendre facile pour vous de stocker et échanger les fichiers. C'est ça leur business. Le stockage, ce n'est pas leur problème. NASA, c'est la même chose. Donc NASA est l'une des organisations qui a les meilleurs ingénieurs au monde, n'est-ce pas? Par exemple, pour les rovers, les missions rovers sur Mars, imaginez la quantité de données. C'est géré par Amazon Web Services parce que ce n'est pas leur business de faire des centres de données. Samsung, c'est la même chose. Si vous achetez une télé Samsung et vous avez l'application Smart TV, ça tourne aussi sur Amazon Web Services parce que même si la société a largement l'argent pour le faire, ce n'est pas leur métier de base. Donc je pense que la clé pour une organisation, c'est de vraiment comprendre ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Parce qu'on est tous familiers à une liste de choses à faire, mais souvent il y a trop de choses à faire. Donc, focalisons sur les métiers de base et soyez clairs sur ce que vous ne voulez pas faire. Ici, la question, c'est d'éviter le gaspillage. Et ce que vous voyez dans l'informatique, c'est malheureusement le contraire. Vous avez des coûts, distribution de coûts. 70% du coût, souvent, est dépensé dans on fait des backups, on s'occupe des réseaux, on met en place des upgrades. Et 30% du budget seulement est dépensé sur l'innovation et de faire des choses qui sont bonnes pour le métier. Donc l'objectif d'Amazon, c'est vraiment d'inverser la vapeur pour enlever justement tout ce qui n'apporte pas de valeur pour vous permettre de focaliser sur l'important. C'était là les points principaux que je voulais évoquer avec vous. Une dernière chose, avant de passer aux questions, et peut-être la plus importante, c'est de focaliser sur les clients. C'est bien connu, Jeff Bezos a dit ça. Il a dit ça quand, dans les années 2000, lors de la bulle .com, et toutes les sociétés commençaient à faire du commerce électronique, et tout d'un coup, tout le monde disait Amazon va mourir parce qu'il y a trop de concurrents, Barnes & Noble, etc. Et il a dit, bon, ne regardez pas la concurrence, ils ne vont pas nous donner de l'argent. On focalise sur les gens qui vont nous donner de l'argent, qui vont utiliser les services, ce sont vos clients. Sur ce, merci beaucoup de votre attention.